Donc, bienvenue pour cette 9e journée thématique du CREPSI, qui va donc s'intéresser au savoir des pairs. Il y avait beaucoup de manières possibles de s'intéresser à l'intervention des pairs, à leur place, à leur légitimité d'être là, en proximité, à l'intérêt de leur présence auprès des personnes vivant avec un trouble psychique sévère, à leur articulation avec les professionnels. On sait que c'est une question vive, aux problèmes rencontrés dans l'installation, dans leur fonction, par exemple, des médiateurs de santé pairs. On en parlera dans le courant de la matinée. Nous avons donc choisi de prendre le sujet par la question du savoir, c'est-à-dire la question du contenu de leur apport spécifique, singulier, particulier, irremplaçable dans le débat concernant une personne en souffrance ou sa prise en charge. Alors, ce savoir, il s'est constitué d'une certaine façon, il a été acquis par le père dans son propre parcours, dans sa lutte avec sa pathologie. C'est un savoir sur lui-même, sur sa maladie et sur les limites que celle-ci lui impose. C'est un savoir concret, intime, vécu, unique. C'est ce que la personne qui a traversé cette épreuve en retient de rationnel, de construit. Il faut distinguer ce savoir de l'émotion, même si ce peut être un savoir sur l'émotion, sur l'affect. Ce savoir des pairs, dit expérientiel, est différent et complémentaire du savoir médical, scientifique ou académique. Bon, on s'en doute. Mais en quoi peut-il sortir du singulier pour servir à tout le monde, pour devenir en quelque sorte universel, ou en tout cas pour tendre à l'universel, universel qu'il est aussi. Parce que ce savoir, c'est ce que le père va pouvoir transmettre à la personne qu'il va aider. De quel ordre est ce savoir qui peut être utile à un autre? Ce n'est pas une clinique, ce n'est pas la collecte de signes qui pourraient être des points de repère. D'ailleurs, dans quel but? C'est un savoir qui a besoin d'écriture, de partage, de confrontation. Il peut être mobilisé par les pairs bénévoles, les médiateurs de santé pairs par exemple, professionnels ou non, mais sans doute d'abord par les usagers eux-mêmes. Pourquoi faut-il absolument s'y intéresser? Parce qu'il présente deux caractéristiques majeures. Il aide les usagers à se repérer dans le labyrinthe de leur vécu personnel, puis à s'orienter dans la complexité du système de soins dont ils ont besoin. Il leur permet de prendre du recul, de disposer d'une arme pour s'imposer à leur maladie. Bref, c'est un facteur de rétablissement. Et puis, le deuxième intérêt, c'est qu'il enrichit la clinique des soignants. Si ces derniers, bien sûr, le prennent en considération, il leur fournit de nouveaux indices, il interpelle leurs priorités, il fait support à cette empathie indispensable sans laquelle il n'y a pas de soins. Ce sont les raisons pour lesquelles il nous paraît si important de cerner ce qu'est ce savoir des pairs pour le reconnaître, le prendre en considération, le mettre à contribution de toute cette démarche de progrès, de rétablissement que nous souhaitons, que nous avons à soutenir. Bien entendu, nous ne serons pas forcément d'accord sur ce dont il s'agit sur ce savoir. Mais justement, c'est important d'en parler. Donc, notre matinée va se dérouler en 3 temps, comme vous l'avez vu sur le programme. Emmanuel Jouet nous donnera d'abord des repères théoriques, historiques,
et nous dira où l'on en est aujourd'hui en France sur la prise en compte de ce savoir. Bérénice Stadel nous parlera de l'état actuel de la mise en place dans les lieux de soins de ces médiateurs de santé pairs, ou père aidant, ou père praticien. Et là, vous voyez, on est parti pour une discussion. Et en fin de matinée, Philippe Maugiron, médiateur de santé père à Sainte-Anne, et président, je crois, de l'Association nationale des médiateurs de santé père, qui nous dira tout à l'heure, nous parlera de sa pratique, de ses réflexions et de l'état actuel pour lui de la question de la représentation publique de ces professionnels. Et cet après-midi, en écho, nous entendrons différents témoignages sur les initiatives, expérimentations, expériences, etc., menées dans notre région sur cette question. Alors, tout d'abord, je dois excuser Madame Isabelle Monnier qui n'a pas pu ce matin, je crois, tout simplement faire démarrer son véhicule, qui a fait une grève canicule, c'est ça? Mais Monsieur Charpentier, Alain Charpentier, son binôme, on va dire, tout à l'heure interviendra sur la question de l'engagement de l'ARS dans notre région sur cette expérimentation, cette expérience qui va donc maintenant se développer. Et comme il sera maintenant de tradition, nous allons nous rappeler la charte rédigée par le collectif Pouvoir d'agir, que nous entendrons également en début d'après-midi, et ça va être Estelle qui va nous rappeler cette charte. Bonjour. Bonjour. La charte relationnelle. Cette charte pose les bases de la relation et de la communication que nous souhaitons exprimer à nos interlocuteurs. Elle s'inspire du concept de l'intelligence collective. Cette charte a pour objectif de nous permettre de s'exprimer et d'être entendus dans nos besoins spécifiques, de proposer des conditions qui sécurisent chacun dans la communication, d'être accueilli et pas simplement être un invité. Cette charte fait appel à votre bienveillance concernant certains troubles, les capacités d'intention et de concentration plus difficiles par moment, une fatigabilité, une difficulté à avoir une pensée claire, si résonance émotionnelle, des propos enflammés, difficulté à gérer les émotions, une inhibition. Mais sachez que nous mettons toute notre énergie pour mettre en place une qualité relationnelle, une qualité d'échange en évitant de donner tout pouvoir à nos maladies. Nos besoins spécifiques. Lire cette charte en début des séances pour nous donner confiance, mise en condition. Considérer que s'assoupir ou s'asseoir, considérer que s'assoupir ou sortir du lieu n'est pas un manque d'intérêt. Avoir besoin de l'aide d'un facilitateur pour exprimer notre opinion. Avoir un temps, pause, réassurance pour diminuer la surcharge émotionnelle. Pour notre meilleure compréhension, merci d'avoir un langage simple et accessible, une explication du jargon sanitaire et médico-social, si nécessaire. Pour faciliter notre compréhension, nous vous proposons que nous levions un symbole, exemple un carton, signifiant un besoin d'explication complémentaire. Merci pour votre coopération. Pouvoir d'agir 53 et espère. Espoir, soutien, plaidoyer, empowerment, responsabilisation. Merci. Alors voilà, un petit carton. Il a été question d'un petit carton. De quelle couleur?
vert. Donc, dès que vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous avez besoin d'explications, vous levez le petit carton vert que vous avez dans vos pochettes. Merci Estelle. Et je donne maintenant la parole à Emmanuel. Voilà, ça marche. Bonjour à tous, je vais descendre parce qu'en fait, pour continuer dans vos dispositions de la charte, j'ai du mal avec la disposition en pouvoir descendant. Je trouve que voilà, je préfère être à votre hauteur. Là, je me trouve un peu en haut. Et puis aussi parce que je voudrais commencer cette présentation par un petit dispositif entre nous. Je m'appelle Emmanuelle Jouette. Vas-y, Julien. J'ai un aide, c'est Julien. Je travaille au laboratoire de recherche de Maison Blanche et je viens aujourd'hui à la demande du CREPSI et de Denis, que je remercie chaleureusement, partager avec vous un moment de vie qui peut-être sera une expérience et qui peut-être vous permettra de construire des savoirs, je ne sais pas. En tous les cas, je l'espère. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je parle dans ces conditions-là, j'apprends des choses nouvelles. Je fais ça pour ça, non pas pour être en train d'apprendre des choses. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est de vous dire que je suis je travaille en sciences de l'éducation. Je m'intéresse aux questions des savoirs qu'on acquiert au cours de la maladie, ce dont on va parler là. Et puis je suis moi-même une père, parce que j'appartiens à une association de malades. Et je me présente à vous avec ces différentes casquettes-là. Et lorsque j'ai des activités de scientifique et de formation, je suis aussi avec ces différentes casquettes-là. Il y a du monde dans la personne, quoi. Voilà. Donc, on va commencer par un petit, je crois que c'est là. Donc, ça, c'était ce qu'on va... Voilà. Donc, à propos donc, des savoirs expérients, il faut que je fasse un truc... un peu de présentation de ce qui se passe aujourd'hui à propos des savoirs, de l'expérience du vécu de la maladie. Moi, je le détaille plus que savoir expérientiel. Et donc, je vais essayer d'être le moins barbante en termes de théorie. Donc, c'est très bien cette histoire de petits cartons. Et puis surtout, vous donner ce que, moi, en tant de ma place d'observatrice, ce que je vois aujourd'hui en France, ce qui se passe, afin que vous puissiez, vous, repartir ensemble après dans vos activités avec ces données supplémentaires ou ces savoirs supplémentaires. Donc, et puis surtout, je souhaite vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Donc, on va faire un petit, si vous êtes d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas jouer, mais bon, ce serait moins bien. Alors, on va faire un petit dispositif donc, qui, pour moi, est réflexif, expérientiel, dialogique et formatif. Yes. Je vous propose, alors les personnes, j'ai déjà fait des formations ici à Angers, donc peut-être que vous avez déjà réfléchi à tout ça et puis vous êtes déjà mis dans cette disposition-là, mais je l'ai un peu changé pour pas que ça répète, que ce soit complètement la même chose. Donc, je voudrais que vous pensiez à un moment où vous avez été malade. Prenez un moment où dans votre vie, vous avez été malade, une grippe, une bronchite, un cancer. Ça peut être une jambe cassée si on considère que c'est une crise de la jambe ou une dysfonction de l'anatomie, etc. Voilà. Est-ce que vous avez... c'est bon, vous avez tous un peu à un moment comme ça vous y êtes. Alors, allez chercher dans votre mémoire un moment. Essayez de vous arrêter. C'est difficile, hein, ce que je vous demande. La question que je vous pose, et en fait, qui est la question centrale, c'est qu'est-ce que vous avez appris de ce moment-là? Et pour avancer, je vous demande d'y réfléchir et puis vous allez aller voir votre voisin de droite ou de gauche, ou vous allez trouver un voisin quand vous n'en avez pas et vous allez prendre 2 minutes pour dialoguer avec lui, sur lui dire qu'est-ce que vous avez appris. C'est parti.
Vous êtes ensemble. Alors, on va reprendre. Normalement, en formation, enfin, dans les sessions de formation, j'attends que les gens arrêtent de parler, mais là, je suis obligée de vous couper. Je suis désolée, on aurait pu prendre la matinée. Alors, est-ce que vous voulez bien partager avec nous des choses que vous avez entendues de votre voisin? Allez, on se lance. Le sentiment de faiblesse qu'on peut avoir. Sentiment de faiblesse. Fort. Fanny. Merci beaucoup. Moi, en ce qui me concerne, quand j'ai été malade, c'est l'importance de la liberté. Quand on est hospitalisé et qu'on ne peut pas sortir comme on veut, qu'on ne peut pas voir les amis comme on veut, qu'il y a des horaires pour manger, qu'on ne peut pas manger à n'importe quelle heure, enfin voilà. Donc c'est l'importance de la liberté qui est important pour moi. Merci. Moi, l'importance aussi, ça a été moi d'apprendre la patience. La patience, c'était tout simple parce que quelque part, pendant une période avec les infirmières, il fallait attendre qu'on nous ouvre une porte. Qui dit porte, qui dit clé. Il y a toujours cette patience. Des fois, on avait passé 3 semaines dans un bâtiment et il fallait sortir parce qu'on était impatients quand même. On était heureux de pouvoir sortir de cet enfermement. Et on nous demandait encore une demi-heure. Et là, c'était la fin du monde. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à contrôler tout ça, de me dire, en fait, la patience, c'est une vertu. J'aurais besoin d'un professionnel de santé qui pourrait répondre. Ce qui compte aussi, c'est l'entraide et le partage quand on est en état de faiblesse. Je pense aussi, après une phase de colère, il peut effectivement y avoir une phase de partage qui permet de temporiser ce qu'on ressent. Autre chose, et puis on va arrêter s'il y a... Non, il y a 2 autres, et puis... Bon, évidemment, ça dépend des maladies, mais moi, je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est d'avoir en soi la certitude qu'on va s'en sortir. Ici, là-bas. Merci. On se trouve des facultés d'adaptation insoupçonnées. On se découvre des possibilités auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant, et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. On est doué, en fait, qu'on est pas mal doué. Merci beaucoup, merci d'avoir joué le jeu et dans cet échange. On entend liberté, patience, adaptation, soutien, échange. Donc, beaucoup de choses de cet ordre-là. Juste vous parler de moi, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, la maladie, ça m'a permis de comprendre que je peux à la fois être devant vous en disant « je suis malade » et « je vais bien ». Les 2 choses en même temps. Et ressentir et savoir ça de moi en même temps. Ce n'est pas « je suis malade d'un côté ou en bonne santé de l'autre ». Là, je vis ces 2 choses dans cet instant-là. Et c'est ça qui me permet d'avoir changé ma représentation sur ce que c'est d'être malade ou d'être en bonne santé. On va avancer. Alors, pour vous parler un peu de ces histoires de savoir, etc. Moi, je vais plutôt je vais vous parler de la transformation. En fait, on n'a pas des savoirs. Les savoirs, ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait. Il faut que ce soit il y a un processus de la construction. Et en fait, la construction, elle parle de l'expérience. On ne va pas aller sur l'expérience, mais en fait, de quelque chose qui serait de l'ordre du... Oui, pardon. Épistémologie, la notion du savoir, c'est des ancrages ça va être plutôt théorique, de la théorie. C'est de vous faire comprendre quelque chose. Je ne vais pas parler d'expérience ou de donner des exemples. Je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose que peut-être vous ne... apprendre quelque chose. Donc, on vit des expériences, donc du senti, d'autant on parlerait d'éprouvé, du sensible, dans notre corps, etc.
On a des conditions objectives de ça dans un certain environnement, et puis avec aussi notre histoire, notre subjectivité. Donc ça, ce serait très schématiquement ce qu'on appelle l'expérience. Donc on part de ça, d'une expérience donnée. Elles sont multiples. Dès que vous commencez, vous êtes conçu, on est dans l'expérience. Et puis tout au long de notre vie, on a de l'expérience. Julien, la suivante, s'il te plaît. Et en fait, ce qui va se passer, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en fait, il y a le petit truc, c'est de passer de l'expérience au savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit une expérience qu'on va savoir des choses à propos d'elle. Là, on est en train de vivre des choses, on est dans du vécu, dans de l'éprouver, et il y a des tas de choses de ce moment-là dont on ne va rien tirer. Par contre, il va y avoir des choses dont on va retirer, dont on va avoir des nouvelles connaissances ou des nouveaux savoirs. Pardon. Et il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont appelé ça un processus, un apprentissage, une transformation. Et alors c'est des gens comme M. Lewin, comme M. Dewey, comme M. Piaget, en français vient de chez nous. Et l'important en fait là-dedans, c'est qu'il dit qu'il y a une boucle réflexive. Il y a de la rétroaction. C'est-à-dire, on vit une expérience, on prend de la distance par rapport à cette expérience, on l'observe, on se refait un avis là-dessus et on agit à nouveau à partir de ce nouvel avis. Et on fait tous ça. On est tous tout le temps en train, à certains moments de choses qu'on conscientise, de prendre de la distance par rapport à une expérience, on observe, on reprend, on réfléchit. On a une capacité de méta-réflexion, on réfléchit et on agit à nouveau à partir de ces nouveaux savoirs. Et ça, que vous soyez malade, pas malade, et professionnel, dans votre métier vous faites ça, et dans la recherche vous faites ça. Donc la capacité d'avoir cet apprentissage expérientiel, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une posture ou à un malade. C'est un processus qu'on utilise tout le temps en tant qu'être humain et en tant que personne. Donc, on va construire ce qu'on appelle, avec ce processus, en fait, ces différents processus, il y a différents modèles, comme vous avez vu, mais toujours ce modèle de boucle réflexive. On va construire des savoirs expérientiels qui sont différents. C'est un autre mode d'apprentissage que celui qu'on vous a mis dans la tête à l'école. On vous a tapé sur la tête en disant tu apprends par cœur et tu récites. Ça, c'est plutôt comportemental. Et puis si c'était pas bon, vous tapez sur les doigts. Et plus jeune, on tapait plus sur les doigts, mais quand même, c'est un peu le principe. Donc ça, on n'est pas dans l'expérientiel à ce niveau-là. Tandis que là, on est dans quelque chose d'expérientiel. Et donc, le savoir expérientiel, c'est mon expérience vécue devient savoir. Si elle est formatrice, c'est-à-dire si elle est organisée, c'est pas quelque chose non plus qui n'est pas organisé. Vous avez besoin, moi là, j'ai besoin d'avoir pensé comment j'allais vous dire les choses pour que vous puissiez, à un moment, peut-être transformer ce que je vous dis en savoir. Si je vous disais les choses n'importe comment, ça ne marcherait pas. Donc, il y a une organisation. Il faut que cette expérience, elle soit autocontrôlée, c'est-à-dire que vous décidiez que ça devienne un savoir. À un moment, c'est vous qui allez vous dire, peut-être que là, ce que on a vécu au Crepsy ce matin, je vais peut-être aller re-regarder. Qu'est-ce que j'en pense finalement? Est-ce que j'en pense quelque chose par rapport à mon environnement, à mes connaissances, à mon expérience de vie, au fait que je suis ingénieur, je pense ça, je suis maçon, j'en pense ça, etc. Donc, c'est moi qui vais décider comment je vais en faire en sorte que ça devienne un savoir. Et si elle est construite, c'est-à-dire qu'elle est distanciée. Donc ça, c'est super important. Le savoir expérientiel, la construction des savoirs, c'est je distancie par rapport à moi. Je ne suis plus ce magma spatio-temporel, cette émotion, etc., ou cette cognition de l'intuition, ou ce corps. J'ai distancié par rapport à ça. Et là, on va se retrouver dans quelque chose qui est génial parce que partageable. À partir du moment où un savoir, on est dans la distance de soi-même, on va pouvoir partager et je vais revenir là-dessus. Donc, les malades, qu'est-ce qu'ils font, eux? Si on va sur les malades. En fait, le savoir expérientiel des malades, ça va être l'ensemble des savoirs acquis. Alors, savoir, c'est les notions. Moi, je sais que mon cœur est là, je sais à peu près comment il fonctionne. C'est des notions fondamentales d'anatomie, par exemple, des choses comme ça. Savoir-faire, c'est je sais faire des choses. Savoir-être, c'est des attitudes. Donc, c'est l'ensemble des savoirs acquis par les malades au cours ou à la suite de leur vécu de la maladie.
Donc c'est bien la maladie, l'expérience de la maladie qui va permettre, qui va être un environnement, un cadre, qui va nous permettre de distancier et de formaliser des savoirs. Et on va passer. Et il y a une dame qui s'appelle Olivia Gross, qui est une amie, qui a défini aussi des choses un peu plus précises sur les patients experts. Donc là, on passe plus simplement du malade, c'est-à-dire d'une personne qui va... il y a 15 jours, j'avais une bronchite, je ne suis pas allée voir les médecins, j'ai vécu mon truc toute seule, donc ça, je suis plutôt malade. Si j'avais été patiente, si j'étais allée à l'hôpital, qu'il y avait une infection, etc. Donc je suis plus de... Donc là, c'est plutôt les patients, c'est-à-dire des gens malades qui vont rentrer dans le système de soins. Là, les patients experts, elle parle des gens, par exemple, qui interviennent dans l'éducation thérapeutique. Et elle dit les patients experts sont des personnes affectées par une maladie chronique qui se forment sans relâche sur la maladie qui les concerne et contribuent à apporter des améliorations à la prise en charge de leur maladie et ou à sa prévention. Ce sont des acteurs sociaux passionnés. C'est de la passion, en fait, qui mène les personnes à vivre, à essayer de construire des savoirs et à s'impliquer, à s'engager à partir de la maladie. Dans une éthique de l'efficacité qui les conduit à contribuer à des innovations dans les thérapeutiques, dans la prise en charge, dans la réglementation, dans le système de soins, et de l'utilité qui les amène à se différencier des professionnels ou à mener des actions qui répondent à des impensés institutionnels, à adopter des comportements qui les incitent à transférer leur expertise et à mener des actions altruistes. Elle dit l'expérience de la maladie, lorsqu'elle est distanciée, dans un engagement passionné, donne aux personnes en fait l'envie, la motivation de changer le monde, de changer les soins, de les améliorer et de rentrer dans quelque chose de l'interaction, du dialogue, de la réciprocité, de l'altérité. Donc, et ça c'est juste une autre définition où je reviens aux malades. Moi de mon côté, j'ai dit aussi que ça peut être des personnes qui vont aller dans le système de soins, dans l'éducation thérapeutique, dans les travers pairs, etc. Mais on peut aussi voir la maladie comme une expérience autodidacte, autoclinique, qui, dans les cas de maladie chronique, va s'inscrire tout au long de la vie. On n'est pas forcé d'aller dans le système de soins et de vouloir le changer. On peut aussi considérer que la maladie, c'est une autodidaxie. J'apprends, je décide que j'apprends parce que je sens des choses dans mon corps, etc., etc. Je vais chercher des informations sur Internet, je modifie mes connaissances, etc. Et donc, je construis mon savoir de façon autodidacte. Il y a toujours de l'altérité, mais c'est plutôt autodidacte et pas forcément dans quelque chose qui va s'inscrire dans une modification, un engagement social. Alors, il faut qu'on me parle du temps. Encore 20 minutes. Oh ben ça va. Mais il faut que je laisse du travail. Discussion comprise. Oui, je sais, j'ai compris. Alors, toutes ces histoires de savoir, d'expérience dans le système de santé, dans le système de soins, ce n'est pas nouveau. Et là, vous voyez, en fait, depuis, il y avait Angela Toll, c'est une dame qui a dit en 2010, elle a regardé, et déjà, en fait, dans les années 70, on avait des patients enseignants, c'est-à-dire qu'on demandait à des personnes de venir témoigner de leur expérience face aux étudiants de médecine. C'était déjà ça. Il y a eu ce mouvement dès les années 70. Les anthropologues parlent de personnes qui développent des savoirs profanes en santé. Et alors, celui qu'on prend beaucoup, les deux qu'on prend en référence de façon importante, c'est Borkman en 76 qui parle donc de savoir expérientiel. Donc lui, il commence vraiment à dire il y a un savoir particulier qui est le savoir des malades dans l'interaction entre soignants et soignés. Le soigné, il a des connaissances, des savoirs, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, Impure Science, Epstein, c'est lors de l'épidémie du sida, il y a eu cette construction en fait, et cette revendication que les personnes atteintes et touchées par le sida ont des savoirs spécifiques et dont ils considèrent que c'est leur droit d'y avoir accès, c'est leur droit de faire en sorte que le système de soins et les professionnels le prennent en compte pour proposer des nouvelles thérapeutiques. Et donc, on voit bien, là, vous voyez, 2013, etc. Donc, en fait, c'est en train d'avancer là-dedans. Vraiment, celle-là, on va la passer vite fait. C'est juste pour vous dire, non, je vais quand même la remettre, juste pour vous dire que avant la Seconde Guerre mondiale, on était dans un système très paternaliste. Les médecins avaient la connaissance, étaient les savants qui allaient au chevet des malades pour les soigner forts de leur connaissance. Et le patient était patient, alors pas dans cette bonne patience que vous avez, enfin pour moi, dans cette patience éthique que vous avez apprise, vous, mais dans un patient qui la ferme, en fait, en gros. Donc, on était dans un modèle très paternaliste de cet ordre-là.
on en est toujours héritier. Vous êtes à la fois professionnel, patient, personne, dans un système de soins tout à fait encore héritière de ça, et on est en train, ça casse, mais c'est en train de se défaire, mais c'est encore là-dedans. Et puis, après 45, on a commencé à avoir en fait à la fois des crises sanitaires majeures qui ont mis des doutes sur la connaissance et sur le bien fondé d'une éthique médicale. Je pense au sida, je pense à Creuspech-Jacob, etc., etc. Et puis, on a commencé à avoir des doutes aussi sur est-ce que la science finalement, bon, c'est bien, mais ça ne va pas forcément nous apporter un bonheur vital, etc. Et là, les associations, les personnes vont commencer à s'organiser pour créer des collectifs, comme on en a aujourd'hui, et pour proposer des alternatives. Ça commence dès 1935 avec les alcooliques anonymes, et ça va continuer en addiction, et puis dans toutes les maladies chroniques, pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est de l'ordre du partage de décisions et de ce qu'on appelle du partenariat patient. C'est ça dont je vais vous parler. Là, on passe. Bien, donc, juste, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la reconnaissance et la construction des savoirs de malade comme un fait social. Il n'y a plus à discuter. On peut échanger, mais c'est un fait social. À peu près dans les pays, mais même à peu près partout dans le monde, on a très facilement accès à l'information, elle est sur Internet. Vous pouvez, à chaque fois que vous êtes malade, d'abord aller sur Internet et construire votre savoir avant d'aller voir votre médecin. Il peut être d'accord, pas d'accord. C'est un fait. Il est contraint par ça. Et il y a d'autres éléments qui prouvent que c'est un fait, qui nous contraignent et qui nous obligent à penser différemment. Et donc, on a commencé à mettre ça en évidence avec un collègue, avec des chercheurs de ça. Julien, il faut avancer. Et là, il faut taper dessus, en fait. Voilà, encore. Voilà. Et en fait, encore. Et encore. Ces traces, on les voit parce qu'il y a des lois qui permettent ça. Il y a des diplômes, des nouveaux diplômes et des nouvelles certifications qui vont nous permettre de voir qu'on prend en compte le savoir des malades. Il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles figures, des nouveaux usages. Le collectif que nous formons ici en est la preuve. La lecture de la charte qui a commencé ici est la preuve d'un nouvel usage, d'une nouvelle pratique. Il y a 30 ans, vous pouvez bien imaginer que dans un CHU, un colloque n'aurait jamais commencé comme ça. Il y a alors les penseurs essaient de penser, essaient de conceptualiser les choses. Et puis, évidemment, il y a tout le grand domaine de la e-santé qui a permis et qui permet un accès à la formation, une construction de l'information et des savoirs, pour tout le monde, en fait. Et ça change la médecine, ça change le système de soins, ça change la gouvernance et ça change la recherche. Et là, je vais... et en fait, alors, très rapidement, quand je dis il n'y a plus à discuter, l'Institut de médecine international dit que la contribution des personnes dans les soins permet d'améliorer la personnalisation des soins, la sécurité, l'efficacité, l'efficience, l'équité, le respect des délais. Ça, c'est à base de recherche. On voit ça. L'implication permet ça. On a the European Medicine Agency, qui est l'équivalence de notre HAS, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui recrute des patients comme des experts dans certaines de leurs commissions. Donc ça marche aussi. D'autres éléments au sein des établissements de santé, vous avez vu, on a toute la démocratie sanitaire. Et depuis 2016, les usagers peuvent être présidents des commissions des usagers. Ils ont quand même attendu 15 ans pour le permettre, ça. Je dis les gens pour le pouvoir médical, les méchants médecins. Et alors, les chercheurs sont incités à collaborer avec des patients pour que les recherches menées soient plus en adéquation avec les attentes des malades. Les intégrations des patients enseignants, ça, on va voir ça. Il y a aujourd'hui, de façon internationale et en France, ça construit, et c'est vraiment très intéressant. On est en train de faire en sorte que les patients viennent enseigner aux professionnels de soins, aux médecins, dans les facs de médecine. Et puis, dans le domaine de l'éducation thérapeutique que vous connaissez bien, j'espère, tous les programmes sont conditionnés à la présence de patients et d'associations dès la construction des programmes. Ce qui est important, il ne faut pas que ce soit du simulacre. Souvent, ça l'est. Vous n'êtes pas les usagers qui sont dans la salle, et moi y compris en tant que représentant des usagers, c'est très important de ne pas simplement être des cautions, c'est savoir comment on fait réellement des programmes d'éducation à partir du croisement des savoirs des chercheurs, des professionnels de santé et des malades. Donc, comme vous voyez, là il faut
cliqué 2 fois. Voilà. On n'est plus au stade de se poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça sert à quelque chose, etc. Il y a une normalisation. La norme est en train de changer, en train de bouger. Les repères changent. Et les patients, les malades, les personnes qui vivent la maladie ont quitté leur lit d'hôpital et sont dans cette salle et vont prendre la parole et ils agissent à partir d'une éthique, comme on a vu, de l'efficacité, de la passion et de l'utilité. Alors, qu'est-ce qui se passe en santé mentale et en psychiatrie? Et je vais finir assez rapidement, s'il faut que Julien appuie. D'accord? Donc, on va reprendre. En fait, et encore une fois, je vais reprendre rapidement. En psychiatrie, en santé mentale, on est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'à la fois, on profite de ce courant-là qui se passe un peu partout, dans d'autres maladies qui s'institutionnalisent. Et en plus, on a des innovations et on a des petites choses alternatives spécifiques au fait que c'est la psychiatrie et au fait de notre histoire, de l'histoire de la psychiatrie. Je vais vous le dire rapidement. Donc, le cadre législatif, il y a aujourd'hui, depuis 20 ans, des lois qui facilitent la construction de programmes d'éducation thérapeutique, la place, l'ouverture en fait, dans le système de santé, de recherche et d'enseignement des patients. Je pense donc on a vu la loi HPST de l'éducation thérapeutique et puis tous les plans d'amélioration, etc. Donc ça, c'est bon, la loi, elle nous contraint, elle contraint tout le monde. La consultation d'éducation thérapeutique, ce n'est pas une option. Hein. Toute personne qui a un diagnostic de schizophrénie, donc de maladie chronique, et doit avoir une proposition d'éducation thérapeutique, de consultation d'éducation thérapeutique. Ce n'est pas une option. Oui, ça n'arrive pas, mais ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais on en est loin. Alors, il y a des nouvelles pratiques et des nouvelles figures. Alors, si on voit mal, aujourd'hui, dans le système de formation, donc c'est-à-dire en fac de médecine, etc., donc vous avez des patients qui vont se former. Il y a ici des gens qui ont fait un DSIU, etc. Alors là, on n'était pas en fac de médecine, mais c'est un nouveau... Si, d'ailleurs, c'était des facs de médecine, oui, de Marseille. Donc voilà, on a un diplômé d'une fac de médecine. Donc on a depuis quelques années, comme ça, il y a des nouveaux diplômes, des certifications. La fac de Bobigny en ce moment, je reviendrai, est en train de mettre en place une expérience extrêmement intéressante de patients enseignants, donc des gens qui vont enseigner, qui deviennent tuteurs des élèves en médecine de 3e année, je crois. Marseille en fait un centre de formation et de rétablissement, le COFOR, par, pour et avec les usagers. On va avoir du diplôme et de la certification. Ça, c'est du côté du système de formation, c'est en place et ça émerge. Un nouveau Julien. Du côté du système médico-social, on a des nouvelles pratiques, des nouvelles figures. Évidemment, les médiateurs santé-pairs, on en reparlera, avec d'autres programmes, comme les programmes Prosper en Bretagne. On a des usagers formateurs. Ici, Philippe, avec qui va intervenir tout à l'heure, est déjà intervenu avec moi dans des formations. Donc, les usagers deviennent des formateurs. Et puis, deviennent aussi donc, des experts, des patients experts pour travailler en binôme, ou pas d'ailleurs, dans les consultations d'éducation thérapeutique. Donc, et ce sont des professionnels. Donc ça, on arrive à quelque chose qui se développe de façon importante. Et puis, par exemple, les associations ont elles-mêmes leur programme d'éducation thérapeutique, donc elles sont tout à fait en position d'éducation et d'apprentissage. Le système de la recherche, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment, il y a un mouvement pour intégrer les malades en psychiatrie dans la recherche. Donc créer de nouveaux processus de construction de savoir et de nouvelles connaissances. Alors, en France, je vous cite Advocacy France, qui est en ce moment en train de faire une recherche-action participative. Donc là, c'est vraiment l'association qui fait de la recherche. Je vous parle du collectif Contraste, en fait, qui fait un programme et une recherche sur les droits et sur le consentement et la contrainte. Nous, il y a quelques années, on avait fait en fait, une recherche sur la formation qui s'appelait Emilia, donc, et qui était à partir de modules de formation créés par des usagers et en coproduction.
les autres éléments que je vous ai mis, c'est international. Donc, on est bon, quoi. Il y a des choses qui se font, vous le voyez, et c'est actuel. Les nouvelles figures, là, alors, dans les systèmes les plus avancés aujourd'hui, on a le modèle de Montréal dans les patients partenaires. Le modèle de Montréal, il forme des personnes malades, d'associations ou pas, il les habilite pour intervenir dans l'enseignement, dans la formation et dans la gouvernance et dans le système de santé. C'est complètement institutionnalisé. Ils ont fait des référentiels de compétences. Ils forment les professionnels et ils forment les malades à travailler ensemble. Et ils ont dit, pour que ça se fasse, il faut que les professionnels aient ces différentes compétences-là et ces différents savoirs-là, et pour que les patients, il faut qu'ils aient ces différents savoirs-là. Donc c'est un système rationnel, c'est une ingénierie tout à fait organisée, testée, évaluée. Donc là, ça arrive en France. Donc je vous ai dit, Bobigny, pour l'expérimentation de Bobigny, il y a des personnes issues des associations de malades en psychiatrie et en santé mentale. Et donc on va passer. Il y a d'autres formes de cartes d'apprentissage. Comme je vous ai dit, la maladie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va, les savoirs que l'on construit à partir de la maladie, peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'en faire quelque chose dans le système de soins. On peut faire du théâtre aussi. On peut faire la Fada Pride, la Mad Pride. On peut rire ensemble, vivre ensemble, parce qu'on a ces problèmes de maladie et partager ensemble. Et là, on crée aussi du savoir. Ça s'appelle l'éducation diffuse. Et donc ça, c'est important. Et puis là, je vous ai rajouté pouvoir d'agir, parce que pour moi, vous êtes dans cet esprit-là, d'un collectif qui n'est pas forcément en train de faire des choses dans le système et avec le système de soins. Et puis aussi l'association des médiateurs qui est en train de se créer, etc. Donc il y a des collectifs et puis les rencontres vidéo en santé mentale. On fait du théâtre, on fait du cinéma, on vit ensemble. Et puis à l'extérieur du système institutionnel, donc là vous avez des choses qui peuvent se positionner en antipsychiatrie, je pense, je sais plus, des groupes antipsychiatriques, etc., mais aussi en alternative. À Marseille en ce moment, il y a un lieu de répit alternatif à la psychiatrie qui est en train de se monter, et puis tout le réseau des entendeurs de voix qui est proche de ce qu'on appelle les MAD studies, les études de la folie, en train de dire en fait l'expérience de la folie nous permet de construire des savoirs spécifiques qui sont différents et complémentaires des savoirs de la psychiatrie et de la médecine. Et qu'est-ce que j'ai dit après ? Et voilà. Et alors, évidemment, tout ce qui se passe sur Internet, on est plutôt du côté des réseaux sociaux et des forums c'est-à-dire que il y a dans les forums, il y a de la connaissance et du partage qui se crée. Donc, Internet est un puissant média favorable à ce genre d'expérience. Il y a des limites à tout, hein. Surtout, mon discours n'est pas un discours pro. Évidemment, faut mettre il y a de la controverse là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet aussi de dire et de partager des choses que l'on ne ferait pas dans d'autres milieux. Ça veut dire que j'arrête de parler. Il y a quelqu'un qui doit... Enfin, est-ce que vous pouvez mettre vos portables en mode avion ? Je vais passer vraiment vite fait. Donc là, comme vous voyez, donc, on a un fait social. Les malades construisent des savoirs à partir de leur maladie qui sont spécifiques. Le cadre, c'est la vie, les moments de vie vécus comme un apprentissage qui se déroulent quel que soit l'âge, quels que soient les moments et tout au long du cadre de vie. Ça peut se jouer dans le corps, etc. Et donc la maladie, les situations de crise sont des occasions d'apprentissage, de construction des savoirs au-delà du cadre qu'on pourrait dire formel de l'éducation thérapeutique, par exemple. C'est bien plus large que ça. C'est bien plus prenant et intéressant que ça. Et je vais juste, on va passer, là vraiment j'arrête, juste pour vous dire que ça conceptualise à fond. On a le rétablissement, l'autonormativité, on a des tas de nouveaux apports de connaissances. Ce sera pour une autre séquence. Et ça, tout ce que je vous mets là, ce sont des approches conceptuelles récentes. Donc ça veut dire que les chercheurs, les anthropologues, les médecins, les psychologues, les sciences de l'éduc, etc.,
sont en train de construire de nouveaux savoirs parce qu'ils s'intéressent à cette question de la construction des savoirs à partir de la maladie. Et là, je vais aller jusqu'à la fin. Là, il faut... hop, encore. Voilà, top, non. Donc l'idée, et je finis, c'est regarder la maladie et la santé, les soins, comme des sources de moments d'autodidaxie, d'auto-formation, c'est-à-dire considérer la multiplicité, la diversité et la complémentarité de ce qu'on appelle des mondes de vie. On a chacun nos mondes de vie. Les médecins ont plutôt le monde de vie de l'hôpital, les soignants, etc. Mais ils ont aussi, et vous avez aussi celui de la famille, des relations sociales, des comportements, des émotions, du corps. Tout ça sont des mondes différents. Et l'idée, c'est de considérer ces mondes de vie comme des sources d'apprentissage et de ce qu'on appelle des folk knowledge, des savoirs populaires, dans le sens très très noble de populaire. Et c'est bien aujourd'hui un défi qu'il y a en santé mentale, en psychiatrie, de pouvoir mettre en valeur ces nouveaux savoirs acquis dans ces mondes de vie différents, afin que le patient, la personne, se transforme, s'il le souhaite, en un apprenant de soi, pour les autres, ainsi qu'en chercheur engagé dans des pratiques et une vie nouvelle, épanouissante, telle qu'il la conçoit, telle que vous la concevez vous-même. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, on en est à la moment question, la séquence question. Qui veut ouvrir le feu? C'est toujours la première qui est la plus difficile, comme on dit. Alors, je vais en poser une. Monsieur là-bas, sur l'éducation thérapeutique, je crois. Je vais quand même en poser une maintenant, qui est, au fond, on entend bien derrière tout ce que tu dis un plaidoyer pour, bien sûr, la reconnaissance de ce savoir, faciliter l'émergence de ce savoir, comme une sorte d'encouragement à une nouvelle posture aussi subjective de la personne malade. Il est sous-entendu que c'est aussi soignant, que c'est dans ce processus d'apprentissage de lui-même, de la maladie, des limites, etc., qu'il va y avoir cette vertu ou cette potentialité thérapeutique. Est-ce que c'est très différent des notions de rétablissement, des notions d'empowerment, voilà. Donc je vais répondre en deux temps. Moi, je voudrais juste préciser. Et est-ce que d'introduire cette notion de savoir expérientiel, profane, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Je pense avoir répondu à la question de la présentation, mais c'est pas. Alors, je vais un premier élément de cadrage. Je suis chercheur. En fait, ce n'est pas un plaidoyer. C'est une observation de phénomène. Ce qui vient d'être dit. On a cru que c'était un plaidoyer quand même. Sauf que c'est là parce que je suis une émotionnelle. Donc, on a le droit de parler de vivre nos émotions ici. C'est pas tout ce qui vient d'être dit là. N'est pas. Je suis pas en train de dire que c'est pas des croyances. C'est des observations à partir de concepts et de cadres épistémologiques, justement, tout à fait fondés. Donc ça, c'est, je vais vous le dire, il m'agace parce qu'en fait, il n'entend pas ça. Depuis hier, il n'entend pas. Donc, je ne sais pas, les psychiatres sont peut-être sourds, mais... Ça doit être ça. faut faire quelque chose. Donc, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer, j'observe des choses. Et je le dis de façon passionnée, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, non, c'est pas très loin de l'empowerment, du rétablissement. Dans le rétablissement, il y a tout un pan historique et de positionnement culturel qui dit les personnes ont pris la parole pour dire arrêtez de dire des choses sur nous, on prend la parole pour dire ce que nous vivons, nous. Et donc nous allons vous dire, donc nous allons distancier notre expérience et nous positionner pour
dire ce qu'on a appris et ce qu'on pense. Et dans ce récit ils construisent une nouvelle identité. Il y a une identification nouvelle, une transformation d'identité, et ils ne passent plus d'un malade patient submergés par la maladie. Ils ne sont plus que ça. Ils sont des gens qui sont capables de réfléchir dans le sens d'avoir une rétroaction, une réflexion comme un miroir sur eux-mêmes et à ce moment-là, de créer des savoirs. Et donc, ça, c'est une deuxième chose. L'autre chose, la fonction soignante, c'est pas parce que que les savoirs sont en train de se construire qu'il y a une fonction soignante. C'est parce qu'il y a une fonction soignante, une pratique soignante, qu'il y a des savoirs. Il y a des mamans et des papas dans cette salle, et des oncles et des tantes qui ont pris soin dès la naissance de leurs enfants. Ils sont éminemment soignants. Et c'est bien dans cette fonction soignante qu'ils ont construit des... C'est pas l'inverse, tu vois, par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire que lorsque votre enfant a une grippe, vous allez voir le médecin, ça dure un quart d'heure. La grippe, elle dure 10 jours. Qui est-ce qui s'en occupe? Vous avez une fonction de soin, avec des savoirs profanes, des savoirs d'expérience, avec des idées. Vous dites, faut peut-être que je fasse ça, je vais demander à ma mère, je vais demander à ma copine, etc. Donc vous réfléchissez et vous agissez à partir de ça. C'est typiquement de la construction de savoir. Le changement actuel, c'est de dire que la médecine qui s'est construite à partir de données fondamentales, d'un apprentissage extrêmement descendant, voire, pour moi, dans la contrainte, et quelque chose de violent et ne permettant pas d'ouverture, je crois, là, dit, on va ouvrir et on va intégrer dans notre réflexion et dans la construction de nos savoirs un savoir complémentaire. Et évidemment, ça va changer les choses. Si ce que j'ai donné comme information, l'Institut de médecine, la HAS, etc., disent nous mettons comme obligation aujourd'hui d'intégrer des patients dans la construction des programmes d'éducation thérapeutique, c'est qu'il y a des apports intéressants dans le soin. Oui, je voulais revenir sur l'éducation thérapeutique pour dire quand même qu'il y a différents niveaux. Tous les établissements hospitaliers ne sont pas forcément au même niveau dans l'établissement de l'éducation thérapeutique. Et en tant que famille de patients, nous le regrettons infiniment. Pourquoi est-ce qu'il y a des hôpitaux où il n'en est jamais question, alors que des hôpitaux font aussi des choses qui ont du sens? Donc là, c'est ça qui me choque, c'est que on ne donne pas la même chance à tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Oui, il y a une compréhension. Et les autres questions, est-ce que vous pouvez lever la main pour que je vous repère un peu d'avance? Oui, d'accord, ok. Puis après, oui. C'est par rapport aux chances à tout le monde. Si vous voulez, on entend beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup d'évolutions encourageantes en matière de psychiatrie. Mais on a l'impression que ça se passe à Marseille, à Lille, à Paris. Moi, j'ai un cas personnel, hein, donc, en tant que parent, voilà, c'est le droit au logement. Et le droit au logement, il m'a tout de suite été dit, ben non, c'est pas possible, on n'a pas les moyens nécessaires pour faire en sorte que le droit au logement existe dans notre secteur. Voilà, donc heureusement que la juge du tutelle avait pris une position et apparemment elle est respectée. Et si vous voulez, c'est l'aspect, à chaque fois, c'est l'aspect financier. Il m'a clairement été dit, ben, nous, on n'a pas les moyens.
d'avancer sur ce sujet-là. C'est par exemple les soins ambulatoires. Voilà. Donc ça se fait dans certaines régions, mais chez nous, il y a des difficultés pour que ce soit mis en place, pour que ça avance, etc. Je vais pas. Merci. J'ai pas de réponse à donner à ça. J'entends. Juste ce moment-là qu'on est en train de passer ensemble et la communauté que vous représentez ici, à Marseille, à Paris, à Lille, il n'y a pas. Donc non, les choses ne se passent pas dans cette triade. Là, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'il y a eu quelques expérimentations qui se sont faites là. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis en train de parler de normalisation. Aujourd'hui, les choses se passent ailleurs. Le programme Prosper, qui est un programme de père aidant, d'intégration de médiateurs, enfin de père aidant dans des services, c'est la Bretagne. Ça commence en même temps que le programme du CCOMS. Et c'est renouvelé, ça va être renouvelé actuellement avec une formation construite. Et c'était donc il y a quelques années. Donc ne pas croire, ils parlent peut-être plus fort les Parisiens et les Marseillais, les Lillois, mais c'est tout quoi. L'action elle est là et ce que vous faites là les démarches actuelles elles sont ce que fait le collectif. Donc ne pas et dans toutes les régions françaises il y a des choses qui se passent. Et Moscovici parlait des minorités actives. On n'est pas il y a de la densité dans des petits groupes qui va permettre de changer les choses. Mais c'est vrai que c'était ça aussi, vous montrer que d'un point de vue scientifique, pour le coup, les choses avancent, quoi, et elles se posent, elles se transforment. Sans doute pas assez vite, socialement. Bonjour. J'avais juste une question en fait, parce que j'ai vu parler de guérison pendant ce que vous écriviez. Je voulais savoir si on doit parler de guérison quand on parle de la péridance ou de soulager les symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense, quand je me situe par rapport à ça, je pense que, par exemple, l'autonomie, c'est pas quelque chose qu'on doit créer mécaniquement, mais c'est quelque chose dont on se saisit. Et plus on s'en saisit, plus on l'est. Simplement, j'ai vu très peu de choses sur la guérison. J'ai vu quelques documentaires qui parlaient de quelques personnes qui ont été guéries, sans qu'on en dise plus, sans qu'on ait de clarté sur ça. Et c'est pour ça que je pose ma question. À l'heure actuelle, quand on parle de soins en France, est-ce qu'on parle de guérison ou de soulager les symptômes ? Est-ce qu'on s'adapte ou est-ce qu'on guérit vraiment ? Moi, je veux vous répondre sur ce que disent les personnes tenant des approches du rétablissement. Ils disent qu'on ne retourne pas à un état initial, on vit avec des symptômes, donc dans quelque chose qui est effectivement de la reconfiguration de soi. Donc on vit avec. Donc non, on n'est pas dans la guérison. Aussi en France, vous avez tous les tenants des entendeurs de voix, et c'est pour ça que je les ai mentionnés, qui disent nous on n'est pas malade. Et donc on n'a même pas été guéris de ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit qu'on était malade, mais on est ailleurs. Ce qu'on vit, c'est une expérience spécifique qui n'est pas de l'ordre de la maladie. Voilà. Puis après, il y a toute la nosographie et les cliniques classiques. Et c'est tout. Enfin, voilà, et c'est nouveau, c'est vrai. Merci. Encore une dernière question, et puis il va falloir qu'on passe à l'intervention suivante. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une remarque en tout cas. J'aime beaucoup votre discours et tout ce que vous avez dit précédemment. Par contre, à savoir, quand vous parlez, enfin, ou les aspects théoriques de savoir profane ou savoir expert, on peut se poser la question, est-ce que le savoir profane n'est-il pas le savoir expert ? Et le savoir expert n'est-il pas le savoir profane ? Ça dépend, est-ce qu'on ne peut pas inverser les termes ? Voilà, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu mon point de vue. Après, je voudrais parler au monsieur aux deux derniers messieurs qui se sont exprimés tout à l'heure. Il y a des choses qui se passent, notamment en Mayenne. On vous parlera de ça cet après-midi. Et puis, je dirais, garder l'espoir. Il y a toujours un espoir dans la vie. Et puis, en effet, on reconstruit de nouveaux savoirs, des savoirs expérientiels. Et puis, peut-être que la vie nous apprend aussi qu'il faut redévelopper tout ce qui est en termes de solidarité. C'est important aussi. Et en effet, il y a beaucoup de lois qui
qui sont d'actualité, qui ne sont pas mises en œuvre. Hein. On y fait tous, on y est tous confrontés un petit peu. Quant à la notion de guérison, en effet, on ne guérit pas, mais on vit avec. Et je dirais, c'est aussi avoir l'espoir d'une vie nouvelle et on développe d'autres potentialités, d'autres compétences. Voilà. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Juste pour faire une petite précision pour monsieur. Effectivement, c'était bien ce qu'exprimait madame, justement, Grégoire Hamon, le pouvoir d'agir 53. Je précise aussi que on ne soigne pas les maladies psy, on vit avec et on apprend justement, grâce peut-être aux médicaments, qui sont un outil pour aider à mieux contrôler nos problèmes, nos troubles. Et on apprend à vivre avec. Et c'est ça le rétablissement. On ne peut pas parler de soi, on apprend à vivre avec nos troubles. Et on fait avec. Merci. Merci Emmanuel. Et